Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors aujourd'hui, une émission très intéressante qui va faire un peu suite à une émission, alors je ne sais plus le numéro de l'émission en question, mais qui s'intitulait Contre le nationalisme, le racisme et l'identitarisme. Pour cette émission, Théodon est de retour, donc bonsoir Théodon. Bonsoir Yannick et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Regina. Et nous retrouvons également notre ami Guillaume ici présent. Bien, bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, bonsoir à vous. Avant toute chose, je tenais un peu à mettre les choses au clair sur le sujet, puisqu'on bat comme toujours Radio Regina ici, depuis le départ, on dit des choses qui sont très peu dites ou qu'on n'ose pas dire, etc. dans le milieu catholique. On tient parfois des propos dérangeants. Donc, comme on en a parlé dans l'émission en question, il y a différents types de contamination, politiques et autres, qui touchent un peu au milieu catholique. Et voilà, donc nous, on a voulu faire le travail. Maintenant, je tenais à rappeler que le but ici, c'était pas d'agresser qui que ce soit. L'idée, c'est d'éclairer les intelligences sur certains points au travers de la doctrine de l'Église catholique, de faire réfléchir, simplement, pour faire avancer les choses. Et dénoncer certaines erreurs aussi. Et dénoncer certaines erreurs. Alors évidemment, on a dénoncé certaines erreurs dans certains milieux politiques, mais évidemment, il n'y a pas que ce milieu-là sur lequel on tape et sur lequel on va taper. Parce que, bon, par exemple, on pourra dans de futures émissions en évoquer d'autres, notamment le milieu légitimiste, Action française, etc. Bon, plein d'autres, qui posent aussi problème. Bon, on a encore pas mal d'erreurs à attaquer. Voilà. Donc le but, c'est de faire réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui encore, on va pas y manquer. Donc on complète un petit peu l'émission précédente en question. Et alors, petite déception. Donc je tenais à faire un petit rappel par rapport à certaines choses. Dans l'émission en question, donc contre le nationalisme, l'identitarisme et le racisme qu'on avait fait avec Théodon, on s'était attendu, on s'était dit entre nous, et je pense même qu'on l'a peut-être évoqué dans l'émission, à ce qu'on nous récorte un argument habituel, comme quoi on niait l'existence des nations. Mais évidemment, ça c'est toutes les critiques qu'on a reçues par la suite, par message et autres, c'était notamment le fait qu'on aurait nié l'existence des nations, mais c'est évidemment complètement faux. Et là, on le rappelait même très clairement dans l'émission en question. On n'a jamais nié l'existence des nations. Ce sur quoi on attaquait, c'était l'essentialisation et la nécessité absolue de faire des États-nations et la fameuse notion de souveraineté nationale qui, à la base, est de gauche, sont des concepts de gauche, simplement. Alors aussi également des points sur lesquels on a aussi été attaqué, et c'est encore des points qu'on avait évoqués dans l'émission en question, savoir la fameuse idée comme quoi il faudrait être nationaliste, parce que si on n'est pas nationaliste, on irait à l'encontre de la punition de Babel. Donc ça, on ne sait pas où cette idée-là est écrite dans la doctrine catholique. Voilà, donc c'est encore une innovation, et tout le monde nous l'a rappelé. Ouais, bizarrement. Enfin, tous les gens qui n'étaient pas en accord avec l'émission en question. Alors je sais pas si, est-ce qu'on a été écouté ou pas, c'est ça aussi la question. Ou est-ce qu'ils nous ont écouté d'une demi-oreille, je sais pas. Bon, très bien, donc on va compléter un petit peu tout ça. Voilà, élever un petit peu le niveau, sur base d'un texte de Pie XII, que c'est Théodon qui l'avait retrouvé d'ailleurs, qui s'intitule, alors je sais plus le nom exact, c'était... Il n'y a pas vraiment de titre, en fait, c'est un simple discours, un participant au congrès du mouvement universel pour une confédération mondiale, et qui date du 6 avril 1951. Exactement, voilà, discours du pape Pie XII aux participants au congrès du mouvement universel pour une confédération mondiale. Donc moi personnellement, c'est un titre qui me parle beaucoup. Évidemment, on va développer un petit peu tout ça. Pie XII est-il mondialiste, Théodon ? Ça, c'est la question à 1 million d'euros, ça, parce que si l'on prend dans le sens nationaliste, oui.
Maintenant, si on le prend dans le sens des élites actuelles, non. Oui. Parce que dans ce texte-là, Pie XII va en fait dénoncer un péril qui existe, et qu'on le voit actuellement chaque jour, qui est le péril de ce qu'il dénonce comme l'unitarisme mécanique. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement où, en fait, tout se réduit à une simple mécanique, c'est ce que nos gouvernants appellent la gouvernance, et que donc chaque être humain ne vaut qu'une unité, en fait, et donc sa véritable place, c'est-à-dire en tant que chef de famille, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, est totalement balayée, c'est une unité mécanique. Et voilà, et on considère l'homme, on le réduit en fait à un rouage dans une machinerie en fait. Et c'est ça que Pie XII dénonçait comme ce qu'on pourrait qualifier de mauvais mondialisme, mais il le met en parallèle avec un bon mondialisme entre guillemets, même s'il emploie pas le terme, mais bon, on a quand même dans l'idée d'une confédération mondiale, donc on peut utiliser le terme de mondialisme, et qui serait donc un mondialisme donc, qui serait en accord, qui serait organique, qui serait en accord avec la nature réelle de l'homme, et qui ferait en sorte que la société serait harmonieuse. Donc, il y aurait à la fois un respect du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que on peut s'organiser dans les domaines qui nous sont propres à un échelon local, mais que dans les problématiques qui touchent la planète entière, et notamment la problématique de la paix mondiale, c'est la question qui se posait avec la question des armements qui commençait. Eh bien, Pie XII, il lance l'idée donc qu'il faut absolument, il faudrait travailler en tout cas à l'élaboration d'une confédération mondiale pour régler ces problématiques-là, parce que il faut aussi bien se mettre dans l'idée que s'il n'y a pas de confédération mondiale, c'est chaque nation qui sera donc indépendante et qui forcément cherchera son intérêt. Et donc qu'est-ce qui se passera? Eh bien, les petites nations, celles qui sont assez faibles militairement ou économiquement, eh bien, la justice et le respect qui leur sont dus, ils sont bafoués forcément, parce que les plus forts vont dominer les plus faibles, c'est logique. Et donc, pour éviter ce malheur, Pie XII il reprend l'idée, parce que c'est pas lui qui l'a lancé, évidemment. On trouvait déjà dans des penseurs catholiques, je précise, antilibéral et même antidémocrates, comme le père Taparelli d'Azeglio au XIXe siècle, qui est un grand penseur chrétien, qui va influencer Léon XIII notamment, qui va inventer le concept de justice sociale et qui va influencer donc tous les papes ultérieurs, et qui donc prônait l'établissement de ce qu'il appelait une ethnarchie, c'est-à-dire une société internationale reposant sur les faits naturels, respectueuse des nations, parce qu'il ne s'agit pas de lutter contre les nations, mais qui cherche quand même à les organiser dans l'ordre voulu par Dieu, notamment dans l'ordre moral. Exactement. Donc Guillaume, à ton tour, ça va être l'occasion de parler un petit peu de ton livre, hein, justement, puisque j'ai eu la chance d'en avoir eu l'exclusivité. Tu évoquais justement dans ton livre, alors qui s'intitule « Mystère de la Révolution ». Est-ce que tu peux nous rappeler la maison d'édition? Alors la maison d'édition, c'est Verus Israël. Ah oui. Et mon éditeur, enfin mon diffuseur-éditeur, c'est le collectif Saint-Robert Bellarmin, que je pense beaucoup de gens connaissent puisqu'elle a été assez popularisée ces derniers temps. Et voilà, je la recommande. Je recommande surtout leur boutique en ligne, qui est vraiment remplie de lectures extrêmement importantes, bien pour les catholiques et pour les non-catholiques également, pour ceux qui désirent en savoir plus sur la religion catholique et sur tout un tas de sujets d'ailleurs assez variés. On précisera, donc ta maison d'édition s'appelle Verus Israël. On précise évidemment que tu n'es pas du tout sioniste, hein. On le rappelle, hein. Alors je dirais que, alors c'est une blague un petit peu qu'on fait dernièrement, on peut se revendiquer sioniste, mais à condition de bien savoir ce qu'est la vraie Sion. C'est un peu comme, il y a un très beau chant grégorien, j'oublie le nom là, mais oui. Justement Sion, oui, c'est l'église catholique. Donc bon, évidemment c'est une blague qui passerait difficilement aujourd'hui, mais c'est bien pour rebondir sur ce que tu dis, évidemment, le vrai Israël, c'est l'Église catholique, et ce n'est pas, évidemment, l'espèce d'État voyou qui a été mise en place en 1948. Oui, parce que les auditeurs, ils vont nous entendre parler, contrairement à tout le reste, on se déclare, entre guillemets, de certains mondialismes, et après on parle d'Israël, là les auditeurs seraient un petit peu perdus du coup, hein. Donc que tout le monde se rassure. Et voilà, et pour rappel évidemment, et ça on a déjà consacré une émission là-dessus, l'Église catholique est le véritable Israël, hein. Donc dans ton livre, tu parles justement des questions de mondialisme, hein, donc raison pour laquelle justement c'était intéressant de t'avoir aussi dans cette nouvelle émission. Tu as un chapitre entièrement consacré sur cette question. Donc voilà, par rapport à ce texte de Pie XII, comment
considères-tu la chose à l'aune justement de ce que tu as développé dans ton livre? Alors, pour rebondir un peu sur sur ce que vient de dire Théodon, oui. C'est évidemment un texte extrêmement important, alors qu'il est très court, mais extrêmement important. Justement, alors le pape Pie XII précise justement ses principes fondamentaux dans des domaines particuliers. Alors je le cite: le domaine national et constitutionnel, économique et social, culturel et moral. Et je trouve que c'est extrêmement complet comme définition des buts justement recherchés par une confédération justement d'États-nations. Alors d'États, de nations, voilà, tous les États, les États dans l'histoire et dans le monde ont différentes formes. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est un texte extrêmement important de ce point de vue-là. Alors, évidemment, aujourd'hui, maintenant, la course du monde, et enfin de l'histoire, surtout au XXe siècle, a fait que on a vu émerger un certain nombre de projets. C'est un peu ce que le pape Pie XII dénonce aussi, hein, dans ce qu'il appelle cet unitarisme mécanique mondial. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que, alors dans mon livre, effectivement, j'ai même plusieurs chapitres en fait consacrés au thème du monde, de qu'est-ce que signifie, par exemple, le mot univers, qu'est-ce que signifie exactement, enfin, de quoi est formé le mot mondialisme et de quoi est formé le mot universalisme. Que veulent dire tous ces mots? Donc je les définis un petit peu puisque, bon, dans mon livre, c'est à la fois une espèce de traité, d'exposition philologique, étymologique, et d'un autre côté, c'est beaucoup plus, on va dire que c'est plutôt de l'histoire des idées. Donc il y a mon livre un peu se place sur deux niveaux de lecture et d'analyse. Ce qui est intéressant, c'est que le terme mondialisme, en fait, ne se forme pas exactement du mot monde, mais plus exactement du mot mondial. Mmh. Et le mot mondial, en fait, en français, vient lui-même du latin mundialis, qui, en fait, c'est très intéressant parce que le terme mondialis en latin, ça veut dire ce qui est du monde. Alors là, j'explique ça un peu dans un sens un petit peu chrétien, puisque vous savez que le monde en lui-même, c'est la création de Dieu, donc le monde en lui-même n'est pas mauvais. Par contre, dans l'Évangile, on nous met en garde contre l'esprit de ce monde. Donc quand on parle d'esprit de ce monde, c'est un peu cet esprit justement impie. Dit aussi esprit du siècle. Exactement, tout à fait, esprit du siècle. On a la notion d'espace-temps là. Exactement, d'ailleurs la fameuse formule des francs-maçons et de toutes les sectes, hein, le fameux Novus Ordo Seclorum, c'est le nouvel ordre du siècle, donc c'est le nouvel ordre mondial. Donc effectivement, comme tu dis, la traduction est tout à fait équivalente et valable. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant en étudiant ces termes-là, de voir qu'il y avait vraiment une différenciation entre ces termes, donc, et plus particulièrement ce terme de mondialis, donc qui vraiment désigne ce qui est du monde. Donc voilà, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Il y a aussi, alors bon, évidemment, je recommande aux auditeurs d'acheter ce livre, puisqu'il est assez... Alors il fait 500 pages, il est pas si long que ça, il y a beaucoup d'illustrations, donc, mais c'est très dense, il y a énormément d'explications. Donc je pense que ça servira beaucoup justement pour un petit peu comprendre justement le sujet de ton émission aujourd'hui, puisque finalement, beaucoup de gens aujourd'hui, et c'est compréhensible, on est dans une telle situation, alors par exemple pour prendre le cas de beaucoup de nations en Europe, surtout en Europe occidentale, avec des phénomènes, voilà, immigration massive, ce qu'on appelle identitarisme, etc., ce qui en fait n'est qu'une réaction à une espèce de névrose générale qui remonte maintenant à presque plusieurs générations. Hein, donc moi, c'est ce que j'appelle un peu la révolution anthropologique. Donc c'est sûr qu'il y a des réactions, les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Bon, c'est pas exactement ça, c'est plutôt qu'ils ont tendance tout simplement à se dire, bon, notre nation, la France, l'Espagne, l'Allemagne disparaissent, etc., etc. Donc il y a une défiance effectivement face à l'universel. Ou en tout cas, il y a une espèce de... Il y a des mauvaises compréhensions de ces notions-là, et à mon avis, il me semble que cette espèce de perte de compréhension, à la fois
j'ai envie de dire de l'anthropologie, de ce qui relève du national et ce qui relève de l'universel, eh bien, c'est pas difficile il ne faut pas être Sherlock Holmes pour comprendre que, évidemment, tout ceci est lié à l'apostasie de beaucoup de populations, notamment en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde, lors de ces 2, 3, voire 4 derniers siècles. Et voilà, en quelque sorte, c'est bien, je pense que c'est lié, si vous voulez, que on ait du mal maintenant, on est forcément, beaucoup de gens ont forcément une défiance face à ce qu'on appelle le mondialisme, et à juste titre, puisqu'effectivement, il existe une espèce de globalisme, de mondialisme, qui est le fait de forces, alors non seulement antinaturelles, mais plus encore anti-chrétiennes. Donc, alors, bon, je donne pas mal d'exemples aussi dans mon livre par rapport à ces forces qui ont agi justement, alors non seulement contre l'Église, mais même j'ai envie de dire contre l'ordre naturel, contre la loi naturelle, puisque en fait on se rend compte que c'est tout à fait lié. Alors, Théodon tout à l'heure parlait justement du père. Alors, s'il peut me rappeler le nom, c'est. Schiaparelli d'Azeglio. Voilà, c'est ça. Il a un nom un petit peu long. Voilà, alors que j'ai découvert d'ailleurs grâce à toi il y a 1 an, je crois. Et alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples en fait dans l'histoire, dans l'histoire moderne, dans l'époque moderne, notamment à partir de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. J'ai remarqué qu'il y avait quelques auteurs dans le monde catholique qui se sont mis justement à écrire sur des formes, à réfléchir sur des formes d'organisation internationale, et c'était compréhensible puisque c'est l'époque où vous avez à la fois donc la découverte des Amériques, en tout cas la redécouverte, ou bon, peu importe, mais il y a une espèce d'élargissement du monde connu. Il y a aussi également toutes les conséquences commerciales, des échanges qui se développent. Et en même temps, vous avez également bien des événements assez tragiques en Europe, par exemple la révolution protestante, avec une partie assez considérable des Allemagnes et même d'autres régions en Europe qui apostasient, ou en tout cas qui font schisme avec l'Église. Donc c'est à cette époque-là qu'on retrouve par exemple 2 personnages comme le père Émeric Crusset, et un autre personnage qui est, que je ne dise pas de bêtises, c'était un moine qui s'appelait Tommaso Campanella. Alors, c'est intéressant parce que ces 2 personnages-là vont chacun de leur côté développer un peu Alors, ils vont souvent développer leurs idées. Vous savez, c'est un peu le style à la Voltaire, où il y avait aussi Cyrano de Bergerac, qui écrivait en faisant des espèces de nouvelles comme ça, en plaçant un héros qui va se balader dans une région comme ça, et c'est un petit peu comme ça, si vous voulez, qui développaient leur théorie. Alors, Tomasello, lui, il avait vraiment une approche assez bizarre, j'ai envie de dire, très hétérodoxe. C'est quelqu'un qui, dans une première partie de sa vie, il était assez... il avait une vision assez intéressante, il est très théocratique. Il avait même tenté d'établir une espèce de république catholique quelque part en Italie, là où il était originaire, un petit peu comme Savonarola. Et finalement, il a été mis en prison parce qu'il avait des tendances assez hérétiques, pour dire ça clairement. Il était très intéressé par l'astrologie, par des choses, l'astrologie vraiment de façon ésotérique, etc. Et finalement, il a écrit finalement un livre où il expose une espèce d'organisation mondiale comme ça, mais c'est vraiment très intéressant. Alors j'explique tout ça dans mon livre, où par exemple une espèce de nouvelle république de Platon, si vous voulez. Donc souvent ça se passe comme ça, c'est donc avec un système où il y a une forme d'eugénisme ou de dysgénisme, si on veut, où il expose que finalement il faudrait, c'est une constante, il n'y a pas que lui à cette époque-là, mais en gros l'idée c'est il faut que les relations sociales, et notamment maritales par exemple, soient complètement pulvérisées. Il ne faut plus que les gens se marient comme on se marie en tant que catholique, mais il faut que les gens puissent, en gros, qu'il y ait une espèce de communauté des enfants, communauté des biens. Bon, c'est un modèle proto-communiste, on va dire.
Mais il y a aussi des idées assez intéressantes, assez surprenantes, puisque dans cette... alors son livre s'appelle La Cité du Soleil, et dans ce livre, cette cité en question, en fait, est entourée d'un mur, et c'est très intéressant parce que ce mur, en fait, c'est une préfiguration de l'Internet. Alors c'est quelqu'un qui avait vraiment des idées assez avant-gardistes, puisque sur ce mur, en fait, son idée à lui, c'est que tout le monde doit pouvoir avoir accès au savoir. Donc sur ce mur qui ferme la cité, eh bien, il y a toutes les informations, il y a tout le savoir du monde, on va dire. Le pire et le mauvais, évidemment. Donc voilà, il y a aussi une forme de relativisme moral chez lui. Voilà, bon, c'est un personnage assez complexe. Et par contre, Émeric Crusset, lui, je le trouve un peu plus intéressant. Alors, il a été critiqué, le professeur Pierre Hillard le présente un petit peu comme étant voilà, une espèce de précurseur de certaines idées mondialistes, surtout d'un point de vue économique. Personnellement, je ne trouve pas. Je ne pense pas que ce soit une opinion juste. Je pense qu'Émeric Crusset était beaucoup plus orthodoxe. Par contre, lui, il avait justement déjà une idée un petit peu de confédération, de société des nations, si on veut, où il avait imaginé une espèce de conseil des rois, des souverains, des républiques installés à Venise. Sauf qu'il y incluait aussi un siège pour le prince, le sultan ottoman. Bon, donc voilà, en tout cas, à cette époque-là, donc 15e, 16e siècle, il y avait énormément de foisonnement d'idées sur ces questions, ce qui se comprend, puisque c'était une époque où, tout simplement, la situation du monde, c'était le début vraiment de l'époque moderne, ce qu'on appelle l'époque moderne dans l'histoire. Voilà, en quelque sorte, c'est à partir de ce moment-là où on voit beaucoup de théories de ce genre qui se mettent en place. Et puis, bon, le 16e, 17e, c'est aussi l'établissement vraiment des colonies aux États-Unis, ce qui va devenir les États-Unis. Donc, voilà, c'est un peu le début, si vous voulez, de la machine mondialiste. Bon, il y aura encore plein de choses à dire, mais je vais peut-être vous laisser la parole d'abord. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que là, tu montres des exemples, on va dire, plutôt utopistes, oui. de ce qu'est le monde, de ce que pourrait être une forme de mondialisme, entre guillemets. Et effectivement, on constate que dans toute l'histoire du mondialisme anti-chrétien, donc celui qui a été dénoncé par Pie XII, qui a été dénoncé par tous les penseurs catholiques sérieux de tous les temps, depuis ces derniers siècles en tout cas, eh bien, il y a ce caractère à la fois contre Dieu et utopiste. Des gens qui sont dans leur univers mental et projettent cela sur la réalité. D'ailleurs, on pourrait évoquer un autre grand mondialiste, tu en as évoqué deux, mais il y en a un troisième qui est assez connu, lui, c'est Koudenov Kalergi, qui est le fondateur de la Pan-Europe, et il avait écrit un livre qui s'appelle Idéalisme pratique. Donc voilà, il se situait totalement dans l'école idéalisme d'Emmanuel Kant, etc. Ce sont des gens qui ne cherchent pas à prendre appui sur le réel, et donc ultimement sur Dieu, parce que c'est le réel par excellence, mais qui cherchent à projeter sur le réel leur vision de ce que devrait être le monde. Donc c'est là qu'est le danger du mondialisme. Ce n'est pas le mondialisme en soi en tant qu'organisation mondiale, c'est en tant qu'on va s'imaginer créer le monde. C'est ça le problème. Mais l'idée c'est justement ça. C'est mondialisme, c'est un mot, c'est un concept dont l'idée c'est gouvernement mondial, c'est un problème parce que ça empêche la diversité, etc. Mais je veux dire, l'idée c'est ça, c'est on prend le mot mondialisme, on l'oppose à nation et c'est bon, on a un combat en gros. Et on oublie que voilà, il n'y a pas le problème mondialiste en tant que tel, c'est le mondialisme mécréant. D'ailleurs, c'est les termes que Guillaume tu emploies dans ton livre. Voilà, c'est une réinvention utopique mécréante. Oui. Non, je vais te laisser, je sais pas. D'accord. C'était juste pour ajouter 2-3 petits détails, effectivement. Alors, comme l'a dit Théodon, c'est vrai que je me suis rendu compte que effectivement ce genre de projection, notamment chez les utopistes, en tout cas ces projections utopistes, on les rencontre chez un grand nombre de penseurs quand même assez considérables de l'histoire, alors soit antique, soit de notre histoire, de notre ère, et notamment des gens qui alors sont pas toujours extrêmement connus, mais qui ont eu une grande incidence sur des événements absolument cruciaux. Alors, il y en a un que dont je développe pas mal le parcours dans mon livre, qui s'appelle, c'est le fameux Platon. Alors, Platon, je donne juste son cas très rapidement. Platon était un philosophe grec, qui a vécu au début du XVe siècle
en Grèce, et enfin à l'époque donc l'Empire byzantin. Et ce personnage était, alors il a eu une formation enfant, il a été formé auprès d'un kabbaliste. Il est devenu très tôt un philosophe extrêmement réputé. Il était très proche de la cour. Alors j'ai plus le nom de l'empereur de l'époque, mais il était très proche de lui. Mais il était très bien considéré, et surtout il a eu comme élève, des gens assez considérables. Enfin surtout des gens qui vont, notamment le fameux Génoïos II, qui va être plus tard le patriarche de Constantinople, patriarche schismatique. Il va être le précepteur en fait de pas mal de gens qui vont se rendre ensuite au concile de Florence. Donc là où il y avait, c'était la dernière occasion de faire l'union la dernière occasion historique, on va dire, de faire l'union, donc que l'Église de Constantinople cesse son schisme. Or, ce personnage-là était quelqu'un qui était complètement pétri de Platon. Enfin, c'était un admirateur de Platon et surtout de la République de Platon. Lui-même avait surtout à la fin de sa vie, il va rédiger une réactualisation en fait de la République de Platon, mais placée dans son époque, où par exemple il va dire que voilà, vous verrez d'ici 100 ans, enfin d'ici quelques temps, il n'y aura plus ni christianisme ni islam, il y aura juste une espèce de religion. Voilà, tous les prophètes, tous les grands personnages des religions vont s'unir ensemble, et en quelque sorte, voilà. Donc, en gros, le type, déjà au XVe siècle, annonçait en quelque sorte le projet de religion universelle. Parce que ça aussi, c'est un thème qu'il ne faut pas séparer de ce qu'on appelle aujourd'hui le mondialisme mécréant. Il y a aussi une dimension spirituelle derrière, qui est constante, et qui varie effectivement selon, par exemple, la faction plutôt juive, qui va plutôt être dans une optique kabbalistique, et les francs-maçons, selon aussi les synarchistes. Voilà, il y a plusieurs factions, si vous voulez, dans cette espèce de colonne historique. Bon, en tout cas, pour finir sur Platon, malheureusement, il fera aussi partie de la délégation grecque qui va se rendre au Concile de Florence. Il va avoir là-bas une influence extrêmement néfaste, parce que c'est quelqu'un qui était très opposé à saint Thomas d'Aquin, au thomisme en gros. Il y a vraiment des notes, je rapporte des notes justement de grecs, pas de catholiques latins, mais de grecs qui étaient aussi au Concile de Florence et qui ne pouvaient pas le supporter parce que ils se rendaient bien compte que c'était quelqu'un qui était un ésotériste. En fait, c'était un hermétiste. Il n'était pas du tout chrétien, il avait franchement des tendances païennes, et il va participer à ce qu'on appelle l'académie platonicienne ou néoplatonicienne de Florence, qui va être financée par Cosimo de Médicis, et où on verra justement les gens comme Marsilio Ficino ou Pic de la Mirandole, justement, tous ces gens-là vont être issus de cette académie, qui était informelle, mais c'était vraiment une espèce de milieu comme ça, où vont sortir un certain nombre d'hérétiques, mais qui vont vraiment avoir une très mauvaise influence sur toute la philosophie en Occident par la suite. Et malheureusement, ce Platon va avoir une grande responsabilité dans l'échec, en tout cas il va influencer de façon très néfaste beaucoup d'évêques grecs qui étaient à la base, qui étaient pour la réunion des églises, et qui finalement vont retourner en Grèce et finalement vont endurcir leur cœur. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que voilà, même pas 20 ans après, c'est la prise de Constantinople. Donc ils ont eu la rançon de leur... Mais voilà, en tout cas, Platon, c'était vraiment un exemple. Il y en a plein d'autres comme ça, mais ça date pas d'hier, on va dire. Mais c'est assez intéressant cet exemple-là, parce que on voit bien que ces gens d'influence, ces gens de pouvoir, eh bien, ils avaient compris quand même que le monde allait vers... Il fallait augmenter le pouvoir forcément, donc il fallait augmenter les échanges, les rapports internationaux. Et c'est pour ça qu'on les retrouve du côté des mondialistes aussi. C'est parce que ça les favorise, forcément. Ben oui. Et alors effectivement, la grosse question finalement, c'est une question d'équilibre et d'harmonie. C'est-à-dire qu'effectivement, plus le temps avance, en tout cas, si on prend la course des 20 derniers siècles, la technologie avance, il y a des découvertes de nouvelles régions, des nouvelles connexions entre différents États qui se créent. Donc effectivement,
il y a un côté à la fois positif, c'est-à-dire qu'il y a des occasions d'échanges commerciaux, d'échanges culturels, de tout ce qu'on veut. D'un autre côté, effectivement, il y a aussi des risques d'affrontement, de tout ce qu'on veut. Et puis il y a aussi des régions, ça aussi c'est une grosse question. Enfin, ça c'est la question, c'est pour ça que aujourd'hui on est un peu coincé parce que on est très très peu de catholiques. Déjà nous sommes très peu de catholiques, en tout cas à comprendre un petit peu ce qui s'est passé ces 60 dernières années. Beaucoup de gens, une grande partie du mouvement, on va dire, national, anti-mondialiste, etc., sont soit influencés d'une façon ou d'une autre par la religion conciliaire, alors soit positivement, soit négativement, on va dire, soit, ce sont carrément des factions crypto-païennes ou carrément païennes, ou influencées par je ne sais quelle idée de troisième voie, ou de, Nasbol, ou tout ce que vous voulez. Donc, et face à ça, finalement, nous, on est un peu coincés parce que la situation est telle aujourd'hui qu'il est extrêmement dur de faire le résumé, finalement, de quasiment, je n'ai même pas envie de dire 4 ou 5 siècles, mais presque 10 ou 10 siècles quasiment d'histoire qu'il faudrait réactualiser pour bien faire comprendre, finalement, comment est-ce qu'on est arrivé à une situation pareille et pourquoi la question justement des échanges internationaux, en soi, ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais, bien sûr, mais justement comment la réguler, comment faire en sorte qu'il y ait déjà une paix entre les nations chrétiennes, qu'il y ait un équilibre des forces, ou ce qu'on veut, entre des nations qui sont chrétiennes et d'autres qui ne sont pas forcément chrétiennes. Pour résumer ça, j'ai l'impression qu'en regardant l'histoire des derniers siècles, j'ai l'impression que finalement, pour moi c'est une histoire tragique parce que on avait justement l'apogée de l'Europe chrétienne, on va dire, au XIIIe siècle, mais après ça, j'ai l'impression qu'on a une suite de rendez-vous manqués, ce qui est malheureux, hein, mais des chefs d'État, des rois qui, alors soit d'un côté, ont favorisé leur politique particulière. Alors je pense par exemple à la politique surtout sous Louis XIV. D'autres, par exemple certains rois d'Espagne, c'est comme si on avait manqué des rendez-vous et que finalement, on se retrouve, au XVIIIe, XIXe siècle avec un nouveau paradigme qui est finalement le début du paradigme actuel, avec des États complètement transformés, post-révolutionnaires, et des populations qui sont prises dans cet étau. Donc à partir de là, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui finalement de faire un bilan audible de tout ce chaos, on va dire, politique. En tout cas, le problème, tu l'as déjà résumé tout à l'heure, et d'ailleurs on le résume dans chaque émission, on le dit, on le répète, le gros problème, c'est que le combat actuel, évidemment, c'est mécréance contre le christianisme, c'est la cité du Dieu contre la cité du diable. C'est ça que le problème se résume, évidemment. Hein. C'est ça. Et dans l'idée, il y a beaucoup de gens, c'est mondialisme contre nation, c'est juste ça en fait. Alors on a complètement vidé le problème de sa substance, et justement, je vais revenir aussi en parler, parce qu'on avait omis d'en parler dans l'émission contre le nationalisme. Si on regarde bien l'histoire, vous savez, on parle beaucoup de la franc-maçonnerie, et en particulier, comme société initiatique, on en parle beaucoup, mais c'est une des sociétés, comme on l'a dit, on le disait déjà dès le départ quand on a commencé les émissions, on connaît très peu la franc-maçonnerie. Hein. Enfin, du moins, dans le monde catholique traditionnel, on en parle beaucoup, mais on ne connaît pas assez. Et si on regarde bien, en fait, dans l'histoire récente, on a énormément d'exemples, autant qu'on disait justement dans l'émission en question que le nationalisme était de gauche, mais historiquement, il est aussi très franc-maçon, hein, récemment. Si on regarde les révolutions nationalistes qu'il y a eu en Amérique latine ou Amérique du Nord, avec les Bolivar, les Washington, on regarde les pères de la Révolution française, tous ceux qui ont mis le nationalisme en avant, avec le printemps des peuples en Europe, les Manzini, les Turcs, les nationalismes du monde arabe, etc. On remarque qu'il y a énormément de francs-maçons, énormément, mais comme pas permis, dans ce milieu nationaliste.
franc-maçon ou socialisme ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, ou même national-libéral, simplement. Mais c'est se revendique nationaliste. Et attends, oui. Voilà, et c'est pas, voilà, exactement. Et c'est pas des gens qui se définissent comme mondialistes. Alors aussi des gens qui se sont dressés contre l'Église, contre des États catholiques, contre des empires catholiques. Et c'est ça qu'il faut bien piger et bien rappeler qu'en franc-maçon, ou toute autre personne initiée, peut autant se dire, on peut autant en trouver qui serait plutôt d'opinion mondialiste, d'autres qui seraient plutôt d'opinion nationaliste. D'ailleurs, on en a encore plein à l'heure actuelle. Des républicains, on en a aussi chez les royalistes, on en a chez les révolutionnaires, y compris les contre-révolutionnaires. Et ça, il n'y a personne qui rappelle tout ça. Personne ne rappelle tout ça. Mais la seule chose que les francs-maçons ne peuvent pas être, c'est être catholiques. C'est là que ça bloque. Par définition, ils ne peuvent pas être catholiques. Ils sont ipso facto excommuniés. Hein. Et c'est pour ça, notamment, qu'ils nous font la guerre. Ou alors, quand ils ne nous font pas la guerre, ils nous contaminent. Simplement. Et ils sont eux-mêmes contaminés. Enfin, je veux dire, ils peuvent se dire, même certains croire honnêtement catholiques, mais ils trichent. Ils le savent bien. Non, mais tu as raison. Là, maintenant, on nous propose un faux dilemme, en quelque sorte. C'est où vous êtes du côté des mondialistes et donc vous soutenez Attali, et des gens comme ça qui sont voilà. crypto-païens. Et Guillaume en avait déjà parlé dans les émissions sur la Kabbale. Voilà, quoi, il y a des influences païennes évidentes, même aujourd'hui. On voit dans la culture contemporaine des influences païennes évidentes. Et pourtant, c'est une civilisation, entre guillemets, mondialiste. Mais pas dans le bon sens, évidemment. Moi, je et de l'autre, vous avez les nationalistes, qui sont tout aussi païens, qui ont des influences tout aussi païennes. Et donc voilà. Et là-dedans, les catholiques, ils sont à chaque fois la troisième roue du carrosse. C'est-à-dire que on les fait venir pour faire nombre, mais ce n'est pas eux qui mènent le trait. Et on se fait contaminer, forcément, dans les deux cas. Dans les deux cas. Mais c'est quand même incroyable, parce que les gens, ils ont... Pardonnez-moi l'expression, je sais pas comment dire, la sous le nez, mais comme pas permis, elle se voit comme pas permis. La gnose sointe de partout dans le fameux milieu national. C'est les alternatives qu'on nous propose. Et voilà, nous trois, on en avait encore parlé hier soir, en s'échangeant quelques liens, mais c'est incroyable comme beaucoup de frères sont aveuglés. Incroyable. Après, on va revenir toujours sur le même point, mais il faut quand même le dire, c'est que aujourd'hui, pour un grand nombre de... Enfin, voilà, moi je discute beaucoup avec soit des gens qui vont être plutôt nationalistes européens, d'autres qui seront plutôt aux États-Unis, qui seront aussi un peu dans le délire nationaliste, mais plutôt en tant qu'américains. Beaucoup de ces gens, alors qu'ils soient plus ou moins âgés, leur gros souci, là je parle pour ceux qui sont soit qui ne sont pas catholiques, soit ceux qui sont mal informés, on va dire. Leur gros problème à chaque fois, c'est que on vient leur parler, on leur dit écoutez, ok, il y a des problèmes, il y a clairement des problèmes, je sais pas, aux États-Unis, en France, ok, il y a de l'immigration, il y a l'islamisation, il y a tout ce que vous voulez, d'accord. Mais si vous ne revenez pas à des valeurs morales fortes, et notamment surtout à des valeurs spirituelles extrêmement fortes, c'est la seule valeur spirituelle qui vaille le coup, évidemment, c'est la religion catholique. Tant que vous ne faites pas ça, eh bien, vous n'aurez aucun pouvoir, vous n'aurez aucune solution, vous n'arriverez pas à articuler quoi que ce soit, aucune action, rien ne sera possible en fait sans l'acte de Dieu. Quand on leur dit ça, tout de suite c'est ah oui mais comment ça, François, regardez, il est pro-immigration. Bon, évidemment le problème c'est très très compliqué de leur faire comprendre que François n'est pas le pape. Alors déjà pour quelqu'un qui viendrait je sais pas, de la fraternité Saint-Pierre, il y a des gens très sympathiques là-bas que je connais, mais c'est extrêmement compliqué déjà à ces personnes-là de leur faire comprendre la base de la théologie catholique. Alors pour des gens qui sont carrément hors du milieu, c'est encore plus compliqué, parce que là, si vous voulez, ça rajoute encore un dilemme à leur dilemme, c'est-à-dire que eux, ils sont tout feu tout flamme pour dire je sais pas moi... Macron, foutons-le dehors, etc., etc. Enfin voilà, toutes sortes de revendications qui sont tout à fait légitimes, on va dire. Mais quand on leur dit, écoutez, d'accord, mais d'abord il faut vous convertir et il faut nous aider à combattre, par exemple, l'hydre conciliaire. Alors là, ils vous prennent pas pour un fou, mais en tout cas, bon, soit ils vous prennent pour un fou, soit ils vous prennent pour, vous connaissez le truc, pour un espèce de taliban, d'intégriste. Et ça, c'est quelque chose que je remarque très souvent, parce que bon, comme j'ai une formation un petit peu,
pas de sociologue, mais j'ai pas mal étudié la sociologie à la fac, j'aime toujours un petit peu faire des espèces de recoupements, de sondages personnels sur les réseaux sociaux, sur ce que les gens commentent par-ci par-là sur divers réseaux. Et je remarque que dans les milieux, dans ces milieux, ou en tout cas dans ces fils d'actualité patriotes, nationalistes, etc., il y a une énorme défiance vis-à-vis de la religion catholique, surtout des aspects de la morale. Là, tout de suite, c'est ah non, ok, on veut bien une petite carte postale avec un clocher derrière, mais surtout pas, ne venez pas nous parler de vos curés ou je sais pas quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que la situation actuelle est extrêmement dure, enfin, ne serait-ce que d'un point de vue, si vous voulez, de pédagogie, c'est-à-dire notre voix est assez peu audible. Alors il y a comment ordonner finalement les priorités, ne serait-ce qu'à cette question. Parce que finalement, pour atteindre la question internationale, à un moment donné ou un autre, il faut passer par une question, plusieurs questions qui vont un petit peu avant ça, mais qui sont tout à fait liées. Alors, et souvent, pour moi personnellement, c'est un peu mon dilemme quand j'y réfléchis, c'est de me dire finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut chercher à recatholiciser la France ? Ça, c'est un peu, on va dire, l'idée d'Abosi, pour citer que lui ou d'autres. Tout le monde, ouais. Voilà, beaucoup c'est ça, dans une optique nationale, mais je peux comprendre, puisque ils vont dire, c'est notre pays, c'est là où on connaît des gens, je peux comprendre ça. Et d'ailleurs, en soi, ils n'ont pas tort, c'est normal d'évangéliser notre entourage. C'est ça, c'est un peu comme si, on commence par notre famille ou par les gens qu'on connaît, c'est tout à fait compréhensible. Après, d'un autre côté, je me dis, le combat, il est aussi au niveau, effectivement, de l'Église catholique. Il est international. Il est international. Et là, du coup, justement, il devient universel, international. Donc, c'est un peu ça, en fait, finalement, pour revenir au début du propos, c'est un peu on est un peu sur deux fronts, finalement. Oui. Et c'est ça qui est très compliqué, parce que non seulement on est sur deux fronts, mais en plus on est face à toute une espèce de panel d'ennemis, église secte conciliaire, réseau mondialiste, oligarchique, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, les réseaux, alors sans compter effectivement tous les bobos gauchistes, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, une espèce de droite nationale qui, comme l'a très bien dit Théodon un jour, est de plus en plus libertarienne, et qui est totalement libertarienne maintenant. Ah oui, mais exagéré, mais tous les jours une nouveauté, tous les jours des nouveautés. Et là on a encore parlé de Jean-Marie Le Pen qui se déclarait favorable à la PMA, je crois, voilà. Enfin, non mais petit à petit on ne fait que reculer. C'est pour ça qu'on dit encore et on répète que l'extrême droite c'est la gauche. Alors, nous on est trop loin par rapport à ça. Et dans la jeunesse aussi, le problème du nationalisme, c'est que aussi par rapport à cette thématique-là qu'a évoqué Guillaume, c'est que en fait on se fragilise par rapport à notre entourage, parce que en se définissant dans une optique nationaliste, eh bien on va s'identifier avec le peuple tel qu'il est maintenant. Mais le problème, c'est que le peuple tel qu'il est maintenant, il a apostasié, il a un comportement immoral, il y a énormément de problèmes. Et donc voilà, et là on est un peu en porte-à-faux, parce que c'est pour ça que beaucoup parlent de nouvelle opinion publique, le peuple serait en fait avec nous, mais il ne le sait pas encore. Oui, le peuple peut être notre ennemi. Que le peuple va nous rejoindre, et que en fait, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il peut être notre ennemi, c'est ça. Mais d'un point de vue, si c'est juste une question nationaliste, un jour ou l'autre, peut-être qu'il finira par voter FN ou autre type de parti d'extrême droite, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est restaurer le royaume social de Jésus-Christ dans les cœurs et sur les cités, où qu'elles soient dans le monde, notamment, évidemment, c'est normal, dans nos pays, dans nos entourages. Mais là, ça rejoint aussi ce que tu disais, Yannick, c'est que, en fait, la grille ennemi est complètement faussée. Parce c'est ça. Que, si l'on est dans une optique nationale, les amis, c'est tous ceux qui défendent la nation. Donc ça peut être le décréant du coin, le païen nationaliste, mais qui est militant, etc. Donc on va quand même l'accepter. Et les ennemis, ce sont les mondialistes, ceux qui sont contre la nation. Mais ça, c'est une grille qui nous fragilise, parce que on vit en contact avec des gens avec lesquels on n'a pas le même mode de pensée. Alors certes, on peut avoir une communauté naturelle, dans le sens qu'on partage la même culture, mais en plus, maintenant, la culture aussi, elle est beaucoup dégénérée, donc même là, il y a des problèmes. Donc, on voit bien que le rapport entre nous et nos contemporains est quand même très ténu, malheureusement. Actuellement, en raison de l'apostasie, il est très ténu, forcément.
Et c'est ça que je disais l'autre jour à Guillaume, je crois que c'était sur un célèbre réseau social, je disais qu'il fallait aller vers une épuration politique, voilà, purifier tout ça. Purifier tout ça et dire les choses sans embâge et sans embâge. Je parle pas de faire du clash, mais je veux dire de façon intransigeante. Voilà, de façon intransigeante par rapport à la doctrine catholique. Il faut une purification politique. Il faut une nouvelle ligue, une nouvelle Sainte Ligue. C'est ça, quelque chose de nouveau. Que les gens, au lieu de se dire, les gens qui veulent quelque chose de nouveau, que les choses changent enfin, au lieu que le truc, que la grosse alternative, et notamment celle qui se présente aujourd'hui, parce que maintenant la fameuse droite, elle est complètement décomplexée, au lieu que les petits jeunes, ils se disent « Ah, moi je vais être nationaliste, bazar, machin », non, le truc cool, ça doit être « Moi je vais être catholique ». Les vrais méchants, tu vois ce que je veux dire? Le vrai truc qui va changer les choses, c'est le catholicisme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en fait, on est sur la face d'une même pièce. Parce que comme je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que les francs-maçons, ils pouvaient se dire... Alors, je dis francs-maçons, mais ça peut être autre secte initiatique. Ils pouvaient, entre guillemets, se dire autant dans le mondialisme que le nationalisme, royaliste que républicain, que révolutionnaire, contre-révolutionnaire. C'est la face d'une même pièce. Hein. Et demain, c'est ce qui se prépare. Parce que le terrain, il est déjà prêt. Le terrain est déjà prêt, quand on observe les différentes associations, les différentes chaînes YouTube, tout ce qu'on veut, qui prépare un peu le terrain de demain si ce genre de mouvement ça arrive au pouvoir. Bah, pour nous, de notre point de vue, ça change pas encore grand-chose. Ouais, on peut citer pas mal de choses. Enfin bon, bref. Donc voilà, la grosse alternative à laquelle qu'il faut construire petit à petit, ça doit être le catholicisme et un jour ça doit être logique dans la tête de tout le monde. Ça doit devenir logique dans la tête de tout le monde. Voilà. Mais pour ça, il faut présenter le catholicisme tel qu'il est réellement. Exactement, sans mélange, sans embâche, sans mélange avec des innovations, avec des nouvelles doctrines, des choses comme ça. C'est un peu ce qu'on essaie de faire ici, évidemment, mais voilà, c'est le but, ouais. Oui, Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Non, je suis assez d'accord, effectivement. Hein, je pense que, j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans des émissions, mais je pense qu'on a, malgré notre situation assez ténue, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un autre côté, je crois qu'on est les plus réalistes finalement sur à la fois l'état du monde, l'état des nations, l'état des sociétés. Et l'état de l'Église. Donc, en quelque sorte, c'est ça un peu le grand paradoxe pour moi de l'époque, c'est que finalement, nous sommes ceux qui, en toute modestie, avons la plus grande clairvoyance finalement sur ce qui se passe réellement dans le monde, dans l'histoire actuellement. Pour moi, ça doit être un grand avantage face à toutes sortes de factions. Y compris des factions, on va dire, de droite, bon, celle dont tu as parlé, par exemple. Alors, nous avons un point de vue extrêmement réaliste vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de tout ce qui concerne l'Église, c'est vrai. Évidemment, on ne peut pas faire l'économie, c'est le cas de le dire, d'être réaliste effectivement sur, alors, que ce soit les problèmes géopolitiques, que ce soit les problèmes de macroéconomie ou de microéconomie. Hein, donc de macroéconomie, ça peut être par exemple les bouleversements actuels par rapport, alors que ce soit en Europe, avec la Banque Centrale Européenne ou avec ce qui se passe en Afrique par exemple. Il y aura bientôt une monnaie unifiée dans l'ouest de l'Afrique. Donc oui. Ça, c'est des choses où il faut rester à l'affût si on veut. Et de la même manière sur les questions nationales, etc., etc. Finalement, la question c'est, je ne vais pas paraphraser Lénine, parce que je ne pense pas que c'est lui qui l'a inventé, mais c'est la question, voilà, que faire Covadis. Donc, ouais, c'est un peu ça, voilà. Donc, la question est là. Alors, je vais juste donner une petite anecdote. Je crois que je ne l'ai jamais dit à l'antenne ou quoi que ce soit. En fait, il y a quelques années de ça, quand j'étais encore une espèce de... J'étais plutôt fraternité Saint-Pierre. Hein. Je suis jamais passé par la fraternité Saint-Pédis avant de devenir non-nunacum. J'étais à la fraternité Saint-Pierre et à l'époque, voilà, j'étais un petit peu Action française. Là, ça remonte vraiment 2012-2013. Hein. On fera peut-être l'émission avec toi pour taper dessus. Hein. Je dis, il n'y a de cadeau pour personne, on tape sur tout. Oui, ça on a remarqué. Oui. Voilà, donc à cette époque-là, si tu veux, c'est à l'époque où j'ai commencé à réfléchir justement sur... j'étais déjà depuis quelques années dans ces milieux patriotes nationalistes et compagnie,
Et plus ça avançait, plus je me disais, bon, effectivement, la foi catholique me semble être la voie quand même. Voilà, donc plus j'étudiais, plus je me suis dit, bon, je vais écrire un livre, parce que, évidemment, quand on est à l'Action française ou autre, surtout ceux qui ont beaucoup étudié, on se dit, bon, finalement, voilà, qu'est-ce qui se passe? On a un problème politique, donc coup d'État. Donc, moi, cette idée-là, je me suis dit, mais finalement, il y a un moment donné où que ce soit une forme de coup d'État démocratique, social ou militaire, bon, tout dépend des options, finalement, il n'y a pas 36 solutions, finalement. Parce que, comme disait Théodon tout à l'heure, ceux qui disent, bon, le peuple ne sait pas encore qu'il est avec nous, des choses comme ça, bon, j'irais un petit peu comme lui, voilà, mollo sur l'idéologie du pays réel. Hein. Je veux dire, on a vu ce que ça a donné ces deux derniers siècles. Faut pas non plus trop lui en demander. Ah ouais, certainement pas. Hein. Ouais, c'est ça. Alors à un moment donné, j'ai commencé à écrire ce livre, donc c'est vraiment il y a un bail, et je me suis dit bon voilà, finalement je refais l'histoire, voilà comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là, mais sur un pur point de vue politique. Et je me suis dit bon finalement qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et je me suis dit tout simplement je vais chiffrer combien ça coûterait finalement de faire un peu ce qu'a fait par exemple, alors je sais pas, Georges Soros dans tel ou tel pays, quand il donne, je sais pas, il crée une espèce de fonds là, il met 50 millions ou 100 millions dessus, et hop, tout d'un coup, 2 mois plus tard, il y a une espèce de révolution colorée qui se met en place. Finalement, en fait, à un moment donné, la prise de pouvoir, c'est aussi une question économique, politique, mais surtout très économique. Finalement, c'est ça, et ça date pas d'hier d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui... Toutes les conquêtes, presque toutes les conquêtes dans le monde se sont déroulées de cette manière. Sauf que les conquêtes catholiques ont un point évidemment supérieur, c'est que l'argent, on peut en avoir tant qu'on veut, mais ça suffira jamais. L'aide de Dieu, c'est ce qui est le plus important et c'est évidemment le plus grand trésor. Donc voilà, c'était juste pour donner cette anecdote-là, pour ceux qui cherchent qui se grattent la tête qui font des vidéos pendant des heures sur le nationalisme ou autre. Si on veut être sérieux, il y a un moment donné où je veux dire, la solution, c'est un coup de force d'une façon ou d'une autre. Et là encore, c'est pas forcément le coup de force militaire ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de plus concret, de plus précis. Parce que finalement, bon, pour le dire encore une fois, c'est pas les gilets jaunes qui vont renverser un pouvoir illégitime d'ailleurs, comme celui de Macron ou comme celui de la Ve République, parce que là aussi il y a cette question-là. Je sais pas. Moi je pense peut-être qu'il prépare, il y a peut-être un terrain qui se prépare. Tu vois bien qu'il y a aussi les Russes qui relaient à fond tout ça, qui font beaucoup de soft power et qui n'attendent que ça, du résultat. Donc moi c'est possible, c'est ça. Les révolutions elles commencent souvent comme ça, hein, par justement des mouvements, de l'animation, petit à petit, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, de la révolte prendre l'ampleur, comme ça s'est passé avec les bolcheviks, comme ça s'est passé avec la Révolution française. Donc voilà, c'est possible que ça donne quelque chose, mais le problème, du point de vue catholique, c'est pas plus intéressant que ça. C'est pas plus intéressant que ça. Pas du tout, c'est pour ça qu'on... Ouais, voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre. Tout ce qu'on veut, moi je suis 1000% d'accord, et il y a du sacrifice à faire, il y a plein de choses. Mais une des choses les plus importantes et qu'on a perdu évidemment, c'est la science. Je crois que c'est Saint Pédis qui disait que la foi elle repose sur 3 piliers. Je crois qu'il disait ça. Quelque chose, ou du moins le combat chrétien. Je sais plus comment il disait. C'était la prière, la formation, l'action. On prie plus assez. On est très peu et très mal formé. Et au niveau action, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut bien sacrifier. C'est déjà rien que ces piliers-là, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Et c'est évidemment c'est cet esprit-là qu'il faut réinciter. C'est le préalable à chaque élite parce que le problème aussi qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'élite catholique. Tout à fait. Il y a des gens qui sont talentueux et qui cherchent à faire quelque chose, bien sûr, mais il n'y a pas d'élite au sens de milieu élite. C'est vrai que ça peut aider. C'est-à-dire que voilà, des gens qui se connaissent et qui agissent de façon efficace dans la société et qui ont énormément de fruits. C'est ça ce qui nous manque absolument, c'est des gens qui développent ces 3 piliers que tu viens d'évoquer. C'est ça, l'étude. Voilà, exactement. Pour que ça, justement, et c'est de là que peut émerger
une véritable élite. Et nous, évidemment, c'est un peu... je dis pas qu'on va se présenter en tant qu'élite ou quoi que ce soit, mais c'est le désir de justement reconstruire un peu tout ça. Au moins à ce niveau-là, le travail doit être fait. Et on verra ce que ça va déboucher. Ouais. Tout à fait. Et justement, donc la doctrine du pays réel, du peuple qui serait avec nous sans qu'ils s'en rendent compte, eh bien, c'est une illusion qu'on s'entretient pour éviter la nécessité de créer une élite. Je pense, en partie en tout cas, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi de ça. Bon, de toute façon, voilà. Après, moi, je sais bien qu'il y a des manipulations des médias, tout ce qu'on veut. Mais bon, voilà, les choses sont comme elles sont. Voilà, les gens, la vérité, c'est qu'ils ont apostasié, qu'on veuille ou pas. On peut toujours dire, ouais, c'est les francs-maçons, machin, mais bon, après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a la responsabilité populaire. La responsabilité, le peuple a sa responsabilité aussi. Faut arrêter de toujours excuser. Hein. Voilà, c'est eux qui votent pour les Macron, c'est eux qui votent. Voilà, faut arrêter. C'est peut-être le plus tragique aujourd'hui, c'est que, et ça je constate ça aussi bien en Afrique qu'en Europe, c'est que les gens en permanence se trouvent toujours des excuses du genre ah oui, c'est Macron, c'est nos dirigeants, voilà, exactement. C'est la France, c'est tout. Exactement. Oui, alors c'est ça. C'est certes, il y a des réseaux de pouvoir, ils font ci, ils font ça, d'accord, mais en même temps, vous êtes dans un système, en fait c'est la tyrannie de la démocratie actuellement. C'est ça qui est terrible. Alors dernièrement justement, un ami justement nationaliste avait fait a eu une très bonne phrase. Il disait voilà, il faut pas confondre la tyrannie et la dictature. On peut avoir une très bonne dictature catholique, c'est encore mieux. Oui. Mais la tyrannie, c'est vraiment le règne de l'injustice. Et aujourd'hui, dans des systèmes de démocratie qui sont apparemment effectivement très libérales, tout ce qu'on veut, en réalité, c'est une fausse liberté, puisque, au contraire, ça nous amène à une tyrannie où, justement, c'est la tyrannie, en fait, de l'émotion, des sens, du n'importe quoi, de l'injustice, tout simplement. Et donc, les gens, en fait, bon, ça, il faudrait ressortir, encore une fois, la formule de Bossuet, mais voilà, c'est toujours la même chose. Et, enfin, la même chose depuis, 250 ans maintenant. 200 ans, on va dire, 150 ans, mais... Et ça, c'est un état d'esprit qui a profondément intégré les gens, enfin les populations en général, en Occident et un petit peu partout d'ailleurs. Et c'est ça aussi, c'est que, bon, là je fais encore la pub pour mon livre, hein, mais je parle beaucoup de la révolution anthropologique. Pour moi, c'est l'une des choses qui m'a le plus inquiété ces dernières années, parce que les gens, on a l'impression qu'il y a une espèce de subversion même de la nature des gens, une subversion cognitive, c'est-à-dire que les gens sont élevés d'une telle façon, évoluent dans la société de telle façon que il leur est extrêmement difficile en fait de prendre en main, enfin d'accepter des responsabilités historiques, sociétales, etc., etc. C'est assez terrible. Mmh. Moi, ce qui me concerne, que ce soit en politique comme dans la vie en général, de mon entourage, tout ça, je n'attends rien de personne. Je vais pas non, et tout être humain est politique, je veux dire, par rapport à ta famille, par rapport à ton métier, par rapport à plein de choses, par rapport à ce que tu es censé apporter au monde et à la société. Enfin, une seule personne, un seul saint, peut changer les choses, peut changer le cours de l'histoire. On l'a vu à plusieurs reprises. Une personne, en bien ou en mal, peut changer le cours qu'on imaginait de l'histoire. Et chacun, à notre niveau, on peut apporter quelque chose. Donc attendre quelque chose des politiques en attendant tous les 5 ans, ou tous les 7 ans, ou tous les 4 ans de voter pour un nouveau parti, et que lui ça ira mieux, j'espère qu'un tel va passer, ça fait 20 ans que j'attends. Et non, mais faut arrêter. Et là aussi, c'est pas Trump, c'est pas Trump, Orban et Marine Le Pen qui vont nous sauver, ça c'est certain. Et autre chose que j'aimerais rajouter par rapport à Guillaume là, qui avait évoqué la question de la révolution anthropologique, c'est qu'on le constate aussi du côté des mondialistes, c'est que ces gens-là, ils sont incapables de diriger efficacement le monde, alors qu'ils ont toutes les cartes en main. On le voit dans les affaires géopolitiques en Libye, en Syrie, etc. C'est le chaos. Ils n'arrivent pas à avoir une politique efficace, même selon leur idéologie néfaste. Parce que, voilà, ils ont des supplétifs qui sont incompétents, forcément, parce qu'ils n'ont plus de vraies vertus. Eux-mêmes, s'ils peuvent parfois être très intelligents, ils ont quand même des vices et tout ça qui se paralysent les uns les autres. Et on voit qu'il y a un chaos généralisé qui se favorise parce que les gens deviennent incapables de s'organiser politiquement.
Ça, c'est un gros problème. Exactement. Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, bon, pour juste compléter, puisque le début de la question de l'émission, c'était la question internationale, encore une fois, cette question internationale, finalement, aujourd'hui, est extrêmement compliquée, c'est manifeste, mais elle est tellement compliquée à aborder, finalement, ou même, c'est même difficile pour nous de nous projeter à ce niveau-là, puisque nous sommes un petit peu enfermés ou bloqués, du moins, localement, dans nos situations, alors soit individuelles, soit nationales. Et finalement, il n'y aura pas de résolution tant que... alors j'ai envie de dire même plus que ça, j'ai l'impression, alors ce n'est que mon avis personnel, j'ai l'impression que cette question internationale, finalement, ne sera pas résolue tant qu'il n'y aura pas une libération de Rome, tout simplement. Ce qui me paraîtrait tout à fait logique pour une église qui s'appelle elle-même universelle. C'est vrai que ce sera 100 fois plus facile, hein. Le combat sera un peu moins difficile. Ouais. Bah non, assurément, c'est l'un des premiers objectifs, hein. Après, il faut se battre sur tous les fronts, je dis, hein, mais la libération de Rome, ouais, ça fait partie des premiers objectifs à atteindre, ouais, absolument. Avec l'aide de Dieu, évidemment. Hein. Les hommes combattront, Dieu donnera la victoire. C'est clair, on pense à l'importance du discours qu'on a rappelé, le discours de Pie XII, quand il y avait encore un pape, une voix pour porter justement ces vérités-là. Ça manque. Enfin, on voit à quel point, quand on fait, même hors de l'histoire conciliaire, donc des années 60-70, mais quand on regarde le monde à cette époque-là, donc des années 60-70, 80, on se dit, mais à quel point il a manqué justement un pape catholique qui soit là pour corriger le tir, pour corriger justement au moins les discours des dirigeants de l'époque, même si l'Église déjà à l'époque de Pie XII était un petit peu encerclée, hein, puisqu'il n'y avait plus presque plus d'État catholique à ce moment-là, enfin presque, mais quand bien même il y avait le plus important État catholique qui sont évidemment le Vatican, donc. Et puis aussi même parmi les milieux de droite, parce que le milieu de droite, entre guillemets, d'extrême droite, etc. Parce que le pape, il a porté une parole d'autorité. C'est ça. Rome a parlé, la cause est entendue, ça c'était quelque chose qui avait une vraie valeur à l'époque. Aujourd'hui, les gens critiquent François alors qu'ils le considèrent comme pape et tout le monde trouve ça normal. Bah oui, ou alors ils sont gallicans, voilà, hein, c'est logique. C'est l'anarchie maintenant, c'est l'anarchie dans les... Hein. C'est ça, ben ça c'est encore le... Je crois que c'est encore toi Théodon qui... Enfin je vais un petit peu te paraphraser, mais finalement c'est ça, c'est que ces milieux de droite maintenant sont de plus en plus anarchistes. J'ai l'impression, enfin dans une sorte d'état d'esprit, que ce soit un peu les milieux novus ordo conservateurs et compagnie. Voilà, il n'y a plus aucun respect pour l'autorité, quoi. Ah oui, on voit tous les jours, hein, ça. Ouais. À la fois l'autorité politique et l'autorité entre guillemets spirituelle, parce que. C'est ça. Mais, là aussi, ça va mettre en liaison avec la révolution anthropologique, c'est parce que ces gens-là aussi, ils n'incarnent plus une véritable élite. Donc, le respect qu'on devrait à quelqu'un qui représenterait véritablement la vertu, en quelque sorte, la vertu politique, la vertu spirituelle, mais comme là, on n'a plus ces exemples-là devant nous, eh bien forcément, on ne les respecte pas, et nous-mêmes, on ne tend pas à s'améliorer. C'est dans les deux sens. Bon, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. J'aurais une dernière question à vous poser, si vous voulez bien, à tous les deux. Et dans l'expectative, imaginons que d'ici 10 ans, 20 ans, enfin peu importe, il y ait un État catholique qui se réveille quelque part dans le monde. À votre avis, finalement, comment pourrait-il justement échanger ou comment pourrait-il se comporter dans le concert des nations actuellement? On ne sait pas, parce que dans 10-20 ans, il y aura peut-être plusieurs grosses crises dans la société. Il y aura peut-être... il y a plein de scénarios qui sont possibles. Et ça peut être une histoire comme les Cristero, cette fois-ci qui prennent le pouvoir. Puis il faudrait évidemment que Rome soit de retour, que les occupants soient chassés, évidemment. Ce serait plus simple. Peut-être, pourquoi pas les Philippines, pourquoi pas... je sais pas, une grosse région polonaise, je ne sais pas. Mais peut-être que... En fait, regarde par exemple... Il y a des peuples comme ça qui demain, allez, je pense par exemple aux Berbères qui pourraient obtenir une indépendance, enfin redevenir un État berbère. Ben, je suis sûr qu'ils trouveraient sans trop de problème des liens diplomatiques.
sans problème, je pense qu'il serait soutenu par pas mal de pays, même des grosses puissances. Maintenant, un État catholique serait beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Un véritable État catholique, non, mais qui appliquerait... Il y a aussi des intérêts géopolitiques un peu partout. C'est ça. Si c'est dans une île perdue au Pacifique, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact. Ouais. Si c'est comme tu l'avais dit en Pologne, par exemple, imaginons qu'il y ait quelque chose, les Russes, ils chercheront à nous soutenir, entre guillemets, et peut-être à nous corrompre. Il faudrait être méfiant par rapport à ça, forcément. Parce que là, ça bien sûr. À l'OTAN. Ah ouais, bien sûr. Il y a toutes les considérations géopolitiques. Je sais pas. Mais c'est clair, après on a vu... bon, ben... Daesh, de leur côté, ils ont... Pas pour dire du bien d'eux, mais ils ont fait face au monde entier. Bon, après, maintenant, c'est terminé pour eux. Mais nous, ça risque d'être un petit peu... je sais pas, il y a plein de circonstances différentes qui pourraient se présenter. Je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec notre programme politique, là, c'est clair que, à mon avis, ça risquerait de faire très très mal. Hein. Ça risquerait de faire très très mal. Hein. Alors, si on est un État catholique, et que ne fût-ce que la moitié des points qu'on disait dans le programme étaient appliqués, ça risquerait de faire mal. Hein. Ce serait pas... Dans l'état actuel des choses, ce ne sera pas accepté. Maintenant, si on fait ça pendant une grosse crise mondiale, là, ce sera déjà plus difficile à nous arrêter, quoi. Parce qu'on rétablirait l'ordre quelque part. Donc, ça fera des émules aussi à peu partout. Et le but, exactement. Parce que le but, c'est pas juste d'obtenir un État catholique avec l'aide de Dieu. C'est bien entendu. C'est évidemment que c'est donner l'exemple pour que ça fasse des émules. Hein. Avec la pluie de Rome. Ce serait le but. Et qu'on devienne une référence, voilà. Politique. Que ça donne envie, que ça fasse des conversions. Voilà. Mais Israël a réussi son coup. Les Mahométans, bon, l'ont un petit peu raté, mais ils vont recommencer. L'exemple moi qui me sidère le plus, c'est vraiment l'État dit d'Israël. La façon dont quand on connaît bien l'histoire du sionisme, etc., c'est vraiment incroyable. Finalement, comment ils se sont débrouillés pour obtenir, pour accaparer la Terre Sainte, quoi. Mais c'est un État juif, mais il est très, il n'y a pas vraiment de loi très orthodoxe appliquée. Hein. C'est la capitale gay-friendly, tout ce qu'on veut, donc c'est pas encore le même délire que nous. Hein. Parce que nous, État catholique, ce serait pas juste un nom, hein. Ce serait vraiment le catholicisme, une scène politique catholique appliquée. Aussi, un point par rapport à la politique réaliste, c'est la question de la démographie. Parce que là, vous évoquez la question de l'entité sioniste, comme dirait l'autre. Mais dans l'entité sioniste, il y a les groupes entre guillemets orthodoxes, mais bon, voilà, on a compris, talmudistes radicaux, on va dire ça comme ça, qui font beaucoup d'enfants, qui font pression sur les gouvernements. Alors pour l'instant, c'est sûr que ça reste une démocratie libérale, mais peut-être que dans 10 ans, là aussi, la situation changeant, ça deviendrait une pseudo-théocratie judaïque. Peut-être. Ouais, sauf qu'il travaille pas beaucoup, il paraît qu'il travaille pas beaucoup. C'est ça le problème. De fait, alors lui, les Haredim, les ultra-orthodoxes ne travaillent pas beaucoup, par contre, il y a toutes les autres sectes comme les Hassidiques et compagnie, qui eux sont extrêmement bien positionnés, surtout dans le gouvernement, dans l'armée, etc. Et qu'ils ont de l'argent. Ils sont très influents. Et qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Eux, ils manquent pas de ça, et voilà, donc c'est... Ils sont de plus en plus... Même Netanyahou, d'ailleurs, c'était au début de l'année, un peu avant les élections, il a dit que voilà, lui, son objectif, c'était que le Talmud devienne, soit inscrit finalement à la Constitution, quoi. Donc, donc, très bien. On aura encore pas mal d'émissions pour discuter de tous ces passionnants sujets. Hein. Mais là, ce serait plutôt une émission sur que faire, la dernière partie. Là, ce serait vraiment pour le thème, même pour plusieurs émissions, même parce que c'est tellement vaste. Ouais, c'est vrai. Il y a à la fois que faire individuellement, que faire dans son petit groupe et que faire de façon plus générale, quoi. Donc, c'est ça. C'est très vaste. Ouais, on va dire ça. Bon, bah ouais. On s'est parlé de petites choses à préparer, à réfléchir. Et... Voilà. Donc, bon, allez, le combat continue. Je pense que c'est bon, hein. C'est bon. Oui. Très bien, merci beaucoup les gars, c'était comme toujours très passionnant. Et pour terminer, j'aimerais dire un petit message, solidarité avec tous nos frères chrétiens, où qu'ils soient dans le monde, et d'où qu'ils viennent. Catholiques de tous les pays, unissez-vous. Exactement. Amen.
Donc prière à tout le monde, salut. Bonne soirée.